Bien, bonsoir à tous. On va pouvoir commencer cette table ronde pour traiter de l'actualité juridique dans le secteur du Web3, à la fois en France et au niveau européen. Donc pour me présenter, je suis Patrick Bouffartig, fondateur de la Paris Blockchain Society. Nous sommes une association de jeunes diplômés qui travaillent dans le Web3 ou qui souhaitent y travailler. Et notre mission, c'est d'accompagner les jeunes diplômés dans leur insertion et dans leur réussite professionnelle dans le Web3. Pour ça, on a plusieurs activités. La première est illustrée ce soir, c'est les conférences et les tables rondes pour traiter des grands enjeux du Web3, qu'ils soient juridiques, techniques, économiques ou autres, afin de permettre aux membres de se forger une culture générale, de rencontrer les experts du secteur en France, mais aussi à l'international. Et puis, on a également d'autres activités comme du mentorat entre les membres et des experts de l'écosystème pour les accompagner dans leur parcours professionnel. Et puis également, on met un centre de ressources à disposition des membres, que ce soit des rapports, des offres d'emploi, des cartographies de l'écosystème pour qu'ils puissent s'y repérer et évoluer professionnellement. Voilà, c'était tout pour la Paris Blockchain Society. J'adresse un grand merci à nos invités ce soir qui font partie des experts les plus qualifiés en France sur les thématiques juridiques du Web3. Donc je pense qu'on va ressortir très éclairé à la suite de cette conférence sur les thématiques qui nous occupent. L'objectif, c'est vraiment de permettre aux juristes, je sais qu'il y en a beaucoup dans la salle, mais également aux entrepreneurs, de ressortir avec des conseils pratiques applicables directement à leur activité en matière de compliance, que ce soit au niveau national ou européen. Pour dérouler cet objectif, on va du coup commencer par la réglementation française, et notamment le PSAN. Et à ce titre, nous avons notamment Antoine Collet de CoinHouse, qui a été le première entreprise en France à être enregistrée PSAN, si je ne me trompe pas. Également Augustin Dematière, qui représente ce soir Summit Mining, qui est une entreprise qui est en train de passer le PSAN, donc ils pourront nous éclairer sur les problématiques qu'ils rencontrent. Et Hubert de Vauplan et Faustine Pleuret pourront apporter des conseils et un regard plus juriste sur la question. Ensuite, il y aura un temps de questions-réponses avec le public, donc vous pourrez poser vos questions directement aux invités. Et enfin, vous serez conviés à un cocktail dans cette même salle pour pouvoir échanger entre les participants. Le plus important, en effet. On peut commencer par le cocktail aussi, mais je ne sais pas si on sera aussi frais ensuite pour débattre. Pour présenter rapidement les intervenants, même si je pense que vous les connaissez, on a l'honneur d'accueillir donc Faustine Fleuret. Vous avez notamment été Finance and Regulatory Strategy Lead chez Consensus. Vous enseignez également un cours sur les marchés crypto et la DeFi à la Sorbonne. Et vous êtes bien sûr présidente et CEO de l'ADAN, où vous représentez plus de 200 entreprises françaises et européennes et œuvrez pour le développement des actifs numériques. Hubert de Vauplan, vous êtes l'un des juristes les plus connus sans doute dans le secteur Web3 en France. Vous avez commencé une carrière en étant directeur juridique et conformité du groupe Crédit Agricole. Vous êtes également partenaire chez Kramer Levin depuis plus de 10 ans, enseignant à Sciences Po également depuis plus de 10 ans, où vous enseignez notamment la blockchain et le droit. Vous êtes expert désigné par la Banque mondiale et Unidroit en matière de crypto-actifs et vous avez fondé l'association des juristes blockchain et crypto il y a quelques mois. Augustin de Matière, que je remercie d'ailleurs, qui m'a beaucoup aidé dans l'organisation de cet événement. Vous avez travaillé dans plusieurs grandes entreprises comme Nexity, Bayer, Vodafone ou Michelin, à des postes de développement corporate stratégique. Vous avez été advisor pour des startups, notamment chez Station F et The Family. Et aujourd'hui, vous êtes Chief Operating Officer de Summit Gravity, un service d'investissement crypto, et de Summit Mining, un des leaders européens du minage d'actifs numériques, qui justement est en train de passer le processus de compliance pour obtenir l'enregistrement PSAN. Et enfin, Antoine Collet, vous avez une longue carrière en tant que compliance manager, d'abord chez Natixis, ensuite chez HSBC. Ensuite, vous avez été Chief Legal and Compliance Officer chez la banque en ligne Blanc, et vous êtes aujourd'hui Head of Compliance de CoinHouse. Et nous vous avons invité car vous êtes le premier acteur en France non seulement à avoir eu l'enregistrement PSAN, mais aujourd'hui à chercher à avoir l'agrément PSAN, qui est l'étape supérieure. On va y venir dans quelques instants. Alors commençons par le contexte. Commençons par un élément de contexte tout d'abord. Hubert de Vauplan, est-ce que pour comprendre aujourd'hui où on en est en France et dans l'Union européenne et comment est-ce qu'on en est arrivé là, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots
un petit peu l'histoire de la réglementation du Web3 dans le monde. Quand est-ce qu'ont commencé à apparaître les premiers éléments de régulation? Où et sur quelle thématique? Quand j'ai révisé, parce que j'ai révisé, je me suis dit, tiens, zut, il faut que je traite cette question, je l'avais oublié celle-là. Et je me suis dit, mais en fait, c'est bizarre parce qu'il n'y a pas de réglementation sur le Web3. Donc, je me dis, ça va être court comme réponse. Et en fait, il faut que je développe un petit peu parce que j'ai le micro. En fait, ça vous permet de comprendre. Bon, je pars du principe que tout le monde fait la différence entre le Web 2 et le Web 3, ça permettra d'aller au plus vite. Mais si on part du principe que le Web 3 ne fonctionne pas comme le Web 2, c'est-à-dire qu'on est dans une organisation décentralisée plutôt en pair à pair, bah déjà on comprend pourquoi il n'y a pas de réglementation qui s'applique de facto à ceci. Comment voulez-vous appliquer une réglementation qui est pensée pour des intermédiaires centralisés, pour un mode de fonctionnement décentralisé et le plus souvent de pair à pair? Et on le voit bien à propos de la DeFi, et c'est sans doute là où on voulait en venir, c'est comment peut-on ou arrive-t-on à réglementer, ou en tous les cas, la réglementation rattrape ces activités du Web3. Dans ce qui nous concerne, on va plutôt parler crypto, mais on pourrait parler du Web3 dans d'autres activités qui sont la pharmacie, machin, etc. Et je citerai deux exemples qui viennent des États-Unis, parce que c'est souvent là-bas que ça se passe, pour montrer à la fois la difficulté, mais le pragmatisme des régulateurs américains, qui sont généralement pas les plus timides dans la matière. Donc, en août 2022, vous avez l'OFAC. L'OFAC, c'est une administration fédérale américaine qui lutte contre ceux qui violent les sanctions qui sont édictées par les États-Unis contre des pays comme la Corée du Nord, par exemple, ou l'Iran. Mais pourquoi je prends la Corée du Nord? Parce que l'OFAC a prononcé une sanction, non pas contre une personne, mais contre un mixeur, c'est-à-dire contre un protocole. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est-à-dire qu'ils ont considéré que le mixeur, en fait, violait les règles de l'OFAC en finançant la Corée du Nord pour ses recherches en matière nucléaire. Et ici, ce qui a été intéressant, c'est que l'OFAC, d'ailleurs, l'a sanctionné deux fois, une fois en août 2022, une autre fois en septembre 2022, apportant des clarifications, puisque finalement, il y a des gens qui ont dit mais le mixeur, c'est personne. Ce sont des smart contracts, c'est un protocole. Comment voulez-vous sanctionner un protocole? Et puis il y en a même qui ont été plus loin en disant que c'est une violation de l'amendement numéro 1 de la Constitution américaine. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le free of speech, donc qui est le truc à ne pas toucher aux États-Unis. Donc le free of speech, et bien, finalement, un protocole permet le free of speech, donc vous ne pouvez pas sanctionner un protocole. Et puis ça va plus loin, qui est de dire, mais un protocole, ce n'est pas une personne, et vous, l'OFAC, vous ne pouvez sanctionner que des personnes. Donc comment vous pouvez sanctionner un protocole? Ils ont été sanctionnés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les adresses des wallets ont été bloquées, les actifs ont été gelés, et donc on a l'OFAC peut-être aller au-delà, je ne sais pas juriste américain, de sa compétence, mais elle a clairement utilisé sa compétence vis-à-vis d'un protocole. Donc ça, pour un juriste, c'est extraordinaire, parce qu'on se dit, mais on ne peut pas se cacher derrière son protocole, finalement. C'est-à-dire que beaucoup disent, oh, c'est génial, finalement, je ne sais pas qui est derrière, parce que donc je fais ce que je veux. OFAC. Alors, aux États-Unis, il y a plein de régulateurs. Il y en a un autre qui s'appelle la CFTC, c'est l'équivalent de la SEC sur les produits dérivés, donc le régulateur américain des produits dérivés, qui lui a fait deux actions contre OAKI, qui est un autre protocole de DAO. Et là, ils se sont trouvés un premier problème, c'est qu'ils devaient... alors j'espère que beaucoup d'entre vous n'ont jamais reçu une assignation de l'État à comparaître devant une cour de justice, mais un jour ça vous arrive peut-être. On reçoit une assignation. Donc, vous avez un type qui arrive, s'appelle un huissier, qui forme une assignation, puis vous signez. Mais là, comment je peux mettre une assignation à un protocole? Ils sont pas une, pas deux. Il dit, je ne sais pas quel protocole, mais je vois qu'il y a un chatbot là quelque part. Il voit qu'il y a un chat. Je vais assigner le protocole via son chat. Voilà, deux réponses très concrètes sur le Web3 et la réglementation. Il n'y a pas de réglementation aujourd'hui au sens où on indique, mais il y a bien des sujets de réglementation et les régulateurs s'adaptent. Alors effectivement, il y a des spécificités qui rendent la tâche du régulateur extrêmement compliquée. Mais si on prend des exemples comme le PSAN en France ou la législation sur la fiscalité, etc., ce type de réglementation-là, quand est-ce que ça a commencé à apparaître? Il insiste. Je sais que j'ai affaire à des juristes, donc il va falloir que je garde le cap.
si on veut creuser au sens faisant de la recherche archéologique, quelles sont les premières réglementations, elles sont apparues en matière d'ICO finalement. Hein. Donc dès 2016, certains pays, les pays qui voulaient attirer des ICO, donc pas forcément les pays les plus, comment dire, recommandables, merci. Donc je ne citerai pas de nom. Donc un certain nombre de pays ont sorti des réglementations sur les ICO pour dire chez nous c'est réglementé, venez chez nous. Donc 2016. Grosso modo. Et voilà, si on veut faire un peu de l'histoire, c'est autour des ICO, comment je lance une ICO, où est-ce que ça s'est passé, et très vite, beaucoup de pays ont répondu en disant soit j'accepte et je fais une réglementation, soit je mets un voile pudique et je ne dis rien, un peu comme le font les Américains, soit je fais comme les Chinois au bout d'un certain temps, j'ai dit pas de ça chez moi, hein, ou comme les Marocains, j'ai dit pas de ça chez moi. Donc il y a eu 3 attitudes, je régule plus ou moins bien, je dis rien, mais en fait, je régule discrètement par des sanctions. C'est l'approche américaine. C'est-à-dire, je n'écris rien, mais j'envoie des sanctions. Et les troisièmes, c'est j'interdis. La Chine, le Maroc, pour vous donner 2 exemples. 2016. Très bien, merci beaucoup. Et Faustine Fleuret, au niveau français, comment on se situe justement dans ce panorama-là? Quand est-ce que les premiers éléments de régulation ont commencé à apparaître? Sur quel sujet? Et sur ce spectre-là d'attirer les capitaux ou de contraindre, où est-ce qu'on se situe? Alors, comme l'a dit Hubert, en France, on a commencé à s'intéresser au marché cryptoactifs par les marchés primaires, donc les ICO, les Initial Coin Offering, les offres de cryptoactifs qui servaient à l'époque à financer un projet qui était à un stade de maturité vraiment très très early et via les cryptoactifs. Donc c'était un moment où effectivement il n'y avait pas du tout d'encadrement et où il y avait des opportunistes sur les marchés des ICO. Donc beaucoup de fraude, et c'est comme ça que l'autorité des marchés financiers s'est intéressée au sujet en disant ICO, marché primaire, émission, donc c'est peut-être pour moi en tant que régulateur financier. Donc très vite, après les ICO, ils se sont intéressés au marché secondaire et à l'ensemble des services entre guillemets d'investissement qui sont proposés sur les cryptoactifs. Et donc ils ont proposé, pendant les débats autour de la loi Pacte, donc c'était il y a déjà quelques années, un encadrement des acteurs, donc des marchés primaires et secondaires, qui s'articule en 3 volets. Pour les ICO, on a fait ce qu'on appelle un visa, qui repose principalement sur des exigences d'information qui doivent être proposées aux souscripteurs potentiels dans le white paper, donc la documentation qui va avec le projet associé à l'ICO. Le deuxième pilier, c'est l'enregistrement, et je pense qu'on y reviendra très largement après, des prestataires de services sur actifs numériques, que l'on connaît bien sous le nom de PSAN. Et enfin, le troisième volet, c'est l'agrément dont on va beaucoup parler à partir de maintenant, l'agrément optionnel des PSAN. Donc 3 volets. Je pense que ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être plutôt les volets sur les PSAN. Donc qui sont les PSAN? Ce sont des acteurs qui vont rendre des services, donc comme je disais, entre guillemets d'investissement. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on a pensé à cette réglementation, on a regardé ce qui existait, la réglementation des marchés financiers traditionnels, et on a regardé quelles étaient les typologies d'acteurs encadrés, et notamment les acteurs financiers. Donc on a regardé la liste des services d'investissement qui existent dans la réglementation MIF 2, qui est la réglementation traditionnelle des marchés financiers. Et on a dit ça doit être à peu près pareil que fonctionnent les marchés de cryptoactifs. Donc les PSAN, ça va être les acteurs qui vont conserver des cryptoactifs, qui vont permettre de l'échange de cryptoactifs, soit contre d'autres cryptos, soit contre de la monnaie à cours légal, qui vont opérer une plateforme de négociation et un tas d'autres services qui ont été un peu regroupés de façon fourre-tout. Voilà, la réception, transmission d'ordre, le conseil, la gestion, etc. Donc ça, ce sont les PSAN. Et aujourd'hui, ils ont donc 2, en France, hein, c'est vrai que je ne le reprécise pas, mais on n'est bien qu'en France à ce stade, 2 éléments de réglementation qui leur est applicable. L'enregistrement obligatoire, et j'expliquerai peut-être plus tard, et l'agrément optionnel. Peut-être juste pour revenir sur l'optionnalité, parce qu'une réglementation, c'est pas forcément très intuitif que ça peut être optionnel, mais c'est normal, ça l'est pas d'habitude. Une réglementation, une loi, elle est obligatoire de façon assez logique. Là, la volonté du régulateur qu'on a pu saluer à l'époque, c'est d'avoir voulu se mettre un peu à la place d'un secteur qui était très nouveau, beaucoup de nouveaux entrants, en train de maturer, en train de se structurer. Donc si on met une réglementation trop vite, trop loin, trop fort, en fait, on va entraver leur développement. Et en fait, on n'aura personne à réguler à la fin. Donc l'idée de l'optionnalité de l'agrément, c'était de mettre à disposition un avantage comparatif
pour des acteurs qui seraient en capacité de respecter beaucoup plus de règles, c'est-à-dire à un stade de maturité plus élevé. Mais dans un premier temps, on va les enregistrer de façon obligatoire. Donc ça, c'est le régime français. L'agrément, ça va être un certain nombre de règles très spécifiques selon les services. Et l'enregistrement, je sais que j'y reviens après, donc je ne vais pas plus loin à ce stade. Ça va être principalement sur les volets lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et honorabilité, compétences des dirigeants et d'un certain nombre de personnes au sein du PSAN. Ça, c'est en France aujourd'hui. Sur le volet enregistrement, on a d'autres pays au sein de l'Union européenne qui, de la même façon, demandent à des acteurs de respecter la LCBFT. Par contre, sur l'agrément, c'est vrai qu'on est les plus aboutis à ce stade. Et d'ailleurs, on est peut-être un peu trop en avance, puisqu'on n'a pas vu d'autres États européens avoir les mêmes standards que nous. Et on a, et ça c'est le plus notable sur l'année 2022, était moteur dans justement la construction de la réglementation européenne qui donc n'existe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas de cadre harmonisé au niveau de l'espace économique européen pour les activités de marché de cryptoactifs. Donc ça veut dire, mais je pense que les acteurs en parleront encore mieux que moi, qu'aujourd'hui on a un cadre français qui s'applique quand on s'adresse au public français, qui doit être respecté par les acteurs français, mais pas que. Donc ça va être peut-être un premier sujet sur lequel revenir, mais qui du coup n'est pas reconnu équivalent dans les autres États européens aujourd'hui. Donc c'est pas forcément c'est pas aidant en tout cas pour se développer à l'Europe que d'avoir une réglementation franco-française aujourd'hui. Donc de ce point de vue-là, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on harmonise la réglementation au niveau européen. Et pour ça, la France, et notamment quand elle était présidente du Conseil de l'Union européenne, a été très très active, très très moteur dans les négociations pour qu'on aboutisse, et c'est le titre de la table ronde, pour qu'on aboutisse à des accords politiques sur 2 textes qui vont arriver très très bientôt en Europe pour les acteurs de marché cryptoactifs, MiCA et TFR. MiCA pour la réglementation de marché qui est peu ou prou notre agrément français aujourd'hui, mais qui sera totalement obligatoire demain. Et TFR, qui est un des premiers textes d'harmonisation de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme qui va s'appliquer pour les acteurs demain en Europe. Merci beaucoup du coup pour à la fois ce rappel historique et puis ce panorama du fonctionnement et du rôle de la France en Europe sur le plan législatif. Je me tourne du côté entrepreneurial. Antoine Collet en particulier, vous avez du coup une perspective historique sur la législation française. Est-ce que vous pouvez nous faire part du regard que vous portez sur la législation française comme étant l'un des premiers acteurs à s'y être soumis, en particulier en parlant du PSAN? Et puis également, comme l'objectif de cette conférence est d'apporter de la valeur et des conseils à d'autres entrepreneurs ou d'autres juristes, quel challenge vous avez rencontré, quel retour d'expérience vous avez et quels conseils vous pourriez apporter sur l'enregistrement PSAN du coup? Yes, pas de problème. Je pense que on peut d'abord démarrer par la création de ce statut de PSAN, comme Faustine l'a rappelé brièvement. Ça a été pour nous, d'un point de vue business, c'est la création d'un statut professionnel dans le CMF que, grosso modo, c'est une porte ouverte à la professionnalisation de ce secteur-là. C'est quand même assez nouveau que dans le CMF, vous avez un nouveau statut, une nouvelle étiquette d'entreprise, on va dire d'investissement, de services financiers, entre guillemets, évidemment, parce qu'on parle de crypto ici. On s'est engouffré dans cette possibilité-là, parce que pour nous, c'était une manière de légitimer la façon de travailler dans l'univers crypto, parce que ça date évidemment de bien avant, 2009 et des poussières, etc. Donc, c'était une forme de reconnaissance du fait qu'il y avait des professionnels qui travaillaient dans ce secteur-là et qui étaient capables de mettre en place des processus quasi similaires à ce qu'on pouvait retrouver dans une banque d'investissement ou chez une société de gestion, etc. Donc nous, évidemment, Coinhouse, on s'est jeté dessus parce que d'une part, on voulait faire aussi le pont avec le régulateur. C'est un peu une invitation, quelque part, de l'AMF à réfléchir sur le statut de demain. Comme Faustine l'a dit, il y a 2 vitesses. La première, c'est le PSAN niveau 1, c'est un peu la version freemium, on va dire, du statut. On s'y engouffre relativement facilement, en tout cas à l'époque. Aujourd'hui, c'est un peu plus dur et peut-être que Augustin pourra en parler. Mais à l'époque, c'était les bras ouverts, il y avait un vrai dialogue avec le régulateur, c'était très très intéressant de construire son dossier. On voit d'ailleurs que les attentes du régulateur ne sont plus les mêmes aujourd'hui par rapport à l'ouverture des premiers enregistrements. On tâtonnait un petit peu au début et là on voit que la CPR notamment peut venir nous solliciter sur des nouveaux rapports, des nouveaux reporting, des nouvelles questions périodiques, etc. qu'on n'avait pas vu venir à l'époque et c'est très intéressant pour nous.
Ensuite, comment on a vécu, nous, ce dossier d'enregistrement, en 3 mots, parce qu'en fait, j'étais pas là, je suis arrivé chez Coinav il y a 6 mois, mais quand je regarde rétrospectivement un petit peu le dossier et l'ensemble de pièces qui a été fourni, ça a été un travail de longue haleine, parce qu'en fait, l'écosystème Web3 et crypto de manière générale, c'est souvent des petites entreprises. On est souvent sur des gens relativement jeunes, orientés tech, etc. Donc un public qui n'a rien à voir avec l'univers bancaire traditionnel. Et il y a un vrai jeu de compréhension mutuelle en fait, avec le régulateur sur la manière de construire ce dossier-là. Vous allez vouloir par exemple dérouler entièrement votre stack technique devant le régulateur en expliquant à quel point votre infrastructure fonctionne bien, mais eux, c'est pas forcément ça qui les intéresse, et puis ils vont pas forcément tout comprendre. Le régulateur, c'est aussi beaucoup de juristes. Il y en a beaucoup dans cette salle, il y en a aussi beaucoup à l'AMF. Finalement, leur équipe tech, pour la connaître bien, parce qu'en ce moment, dans le cadre de l'agrément, on y reviendra, on la côtoie très fréquemment, c'est clairement pas la majorité. Donc en fait, il faut arriver avec le langage du régulateur, présenter un dossier pour lequel nous, on est nativement tech, nativement écosystème crypto, et le pont n'est pas forcément le plus évident à faire. Vous auriez des recommandations du coup par rapport à cette difficulté-là? Alors, je vais prendre un petit peu les impératifs qu'on traverse en ce moment dans le cadre de l'agrément, sachant que c'est un enregistrement x 1000 en termes d'attendus et de livrables et de preuves de confiance à fournir aux régulateurs, surtout en cette belle période. Ce que je peux recommander, c'est l'aspect narratif. En fait, le régulateur, alors surtout pour le PSAN, on va dire de niveau 1, donc enregistré, le narratif est super important, c'est-à-dire que le régulateur n'aura pas le temps ni le staff interne nécessaire pour décortiquer chacune des lignes de votre dossier. Ils vont avoir besoin d'une vision très globale de la manière dont vous percevez le rôle de PSAN, la manière dont vous comprenez aussi les enjeux de protection de l'épargnant, puisque le régulateur, son objectif primaire, c'est de protéger le marché français. Quelque part, vous en êtes un peu les chevaliers, mais la mission intrinsèque, c'est de protéger l'épargnant et de lui fournir des produits d'investissement pour lesquels il comprend les risques, des activités et des services pour lesquels il comprend un petit peu les enjeux. Donc le narratif va être très important, c'est une image globale de votre compréhension du rôle de PSAN, c'est votre façon de percevoir le marché français et puis aussi à l'international, parce que les régulateurs se parlent entre eux. L'AMF est très attentive avec ce qui va être décidé, par exemple, ne serait-ce qu'en traversant la frontière, un côté CSSF au Luxembourg. Ils ont besoin d'acteurs sur lesquels ils vont pouvoir compter. Je ne suis pas à la place de l'autorité, l'équivalent AMF aux Bahamas en ce moment, mais clairement en termes de réputation, savoir qu'on avait sous les mains un acteur qui a fait absolument n'importe quoi, c'est vraiment pas évident, et je pense que le régulateur français doit se dire, en fait, là, les PSAN français, j'ai besoin de leur faire confiance, et j'ai besoin de m'assurer qu'ils ont bien compris les tenants et aboutissants de leur statut. Peut-être à côté du narratif, pour être plus pragmatique sur les ressources, le temps passé, c'est un travail de quasi temps plein. Je pense que, en fait, je prends un peu mon expérience de FinTech quand j'étais agent d'établissement de paiement chez Blanc et on envisageait de devenir nous-mêmes établissement de paiement. C'est une ressource en full-time avec du conseil externe la plupart du temps, parce que vous ne pouvez pas défocus, surtout quand vous êtes des petits effectifs, vous ne pouvez pas défocus la moitié de votre boîte pour ça. Mais c'est une personne en full-time pour le lien, le fil rouge conducteur dans le dossier, et des conseils externes. Il y a des cabinets d'avocats qui, pour ne pas en favoriser un plus qu'un autre, mais en tout cas font des forfaits pour devenir PSAN. Ça coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros, et il y a toujours dans ce type de somme, il faut toujours se dire ok, fine, mais quand le cabinet part, est-ce que j'ai perdu cette expertise ou est-ce que je l'ai gardée en interne? Donc c'est aussi à prendre en considération. Augustin de Mainthière, vous mentionniez aussi dans nos échanges précédents les enjeux que ça pouvait représenter effectivement pour vos équipes, savoir est-ce qu'on recrute en interne, est-ce qu'on fait appel en extérieur, est-ce que vous pourriez revenir là-dessus un petit peu? Tout à fait. Tout à fait. Nous, un peu comme disait Antoine, on a dû s'équiper, comment dire, hein. On part pas sur l'autoroute sans équipement. Donc on a dû déjà étoffer l'équipe actuelle, donc restructurer l'équipe actuelle, bien assigner les tâches des différentes équipes par rapport au passage de KYC, par rapport à la différente aussi création de documentation, parce qu'il faut créer la documentation, parce que c'est bien de vivre les process, mais il faut aussi les écrire. Et le régulateur, lui, il veut les voir écrits. Il dit, c'est bien que vous l'ayez dans votre tête, mais moi, je veux le voir écrit. Donc le dossier, c'est extrêmement important. Et aussi, comme disait Antoine, d'avoir quelqu'un qui fasse le lien avec le régulateur,
parce que la réglementation, elle change tous les jours. Donc, c'est comme construire une maison quand vous faites les tuyaux en même temps. Si vous n'êtes pas au courant du dernier rond de cuir ou dernière technologie, c'est quand même extrêmement compliqué. Et en ce moment, c'est vrai, quand le MiCA est arrivé en 2021, on s'est dit, peut-être le mieux, c'est aussi de s'adapter à ce qui va arriver demain. Donc c'est aussi de faire des choses en amont de la régulation. Déposer le PSAN, c'est bien, mais ce n'est pas un aboutissement. Le mieux, c'est de se dire, est-ce qu'on est préparé pour ce qui va arriver dans 2-3 ans, et donc avoir une personne qui ait ce lien avec le régulateur et qui peut te dire, moi je serais vous, j'irais plus par là, et je préparerais comme ci, comme ça. Recommandations que vous partageriez, Hubert de Wolpan ou Faustine Fleuret? Ah oui, ça c'est sûr que ça prend du temps, c'est sûr que ça bouge, c'est sûr que Coinhouse a été le premier avec un dossier qui devait faire un bac comme ça. Maintenant, un dossier, c'est plutôt épais comme ça. C'est logique, le régulateur, il apprend. Donc, comme il apprend, il pose plus de questions. Il va au-delà de ce que la loi le contraint de faire. Mais c'est aussi logique parce que c'est l'approche du régulateur français qui est de dire, moi, je ne donne pas des enregistrements, sans même parler des agréments, à la légère, contrairement à un certain nombre de pays qu'on ne nommera pas en Europe, où vous avez plusieurs centaines de PSAN pour moins d'1 million d'habitants. Vous dites, c'est un peu bizarre quand même. Il y a quand même un truc qui cloche là-dessus. Et donc, il y a un peu moins de 60, il y a un peu plus, c'est entre 55 et 60, je n'ai plus le dernier chiffre de PSAN qui sont enregistrés en France. On pourrait dire que c'est beaucoup. En fait, à la taille de la France, ce n'est pas énorme. Il y a de tout, il y a de bidance à la petite boutique. Et chaque dossier est différent. Nous, sur les 50 et quelques, on en a fait 22, 23, je ne sais plus. Donc on en a fait beaucoup, on a fait des plus gros aux plus petits. Et chaque dossier, et ce que disait Antoine est très vrai, c'est-à-dire qu'il faut s'approprier d'abord le dossier. Et ce qu'il disait, moi qui étais aussi avant en entreprise, c'est la perte de compétences potentielles derrière. Et ça, c'est très important parce que le conseil externe, son rôle, c'est pas de tenir la plume à votre place. Parce que c'est vous qui savez comment vous fonctionnez. C'est de vous dire, voilà quels sont, moi c'est comme ça que je vois mon rôle, quelles sont les dernières questions que se pose aujourd'hui l'AMF, qui ne sont pas les mêmes qu'elles se posaient il y a 6 mois, qui ne sont pas les mêmes qu'elles se posaient il y a 18 mois, et du coup d'anticiper les questions qui permettent du coup d'avoir un dossier qui sera plus vite vu. Parce que vous avez donc pris quelqu'un qui connaît bien, parce qu'il traite plusieurs dossiers en parallèle avec l'AMF. Et du coup, ça permet aussi à l'entreprise de garder cette connaissance et de continuer de garder cette connaissance. Parce que c'est vrai que si vous externalisez tout, mais c'est vrai pour un PSAN, c'est vrai pour n'importe quelle entreprise régulée, le régulateur, il n'aime pas. Il veut que le demandeur, l'entreprise qui demande à être réglementée, ça soit elle qui lui parle, ça soit elle qui lui fasse ses dossiers, dans les conf calls, ça soit elle qui parle. Si c'est que le conseil, il y a un truc qui va clocher, le jour où le conseil s'en va, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai toujours à mes clients, vous me payez pour que ce soit vous qui parle. Moi, je suis clair. Mais en fait, je fais beaucoup de choses. Mais moins ça se voit, mieux c'est. Plus c'est le demandeur qui parle et qui intervient, et plus je m'efface, mieux c'est. Et ça, c'est vraiment un point voilà, c'est vraiment une recommandation très concrète sur laquelle je suis parfaitement en phase avec Antoine. D'accord, merci beaucoup. Donc on a déjà deux recommandations précieuses, je pense. D'abord, la supériorité du narratif sur l'aspect technique pour essayer de parler le même langage que le régulateur, chose sur laquelle vous étiez d'accord, je crois. Et puis l'importance d'avoir des juristes en interne qui sont spécialisés sur cette question, à la fois pour conserver la connaissance et la compétence et rassurer le régulateur, si j'ai bien compris, pour montrer que la connaissance reste et que ce n'est pas simplement un avocat qui fait la porte-parole. Est-ce que vous voulez compléter, Faustine Fleuret ? Je souscris à bien sûr tout ce qui a été dit. Je ne sais pas si c'est une recommandation ou une alerte que de dire de prendre votre mal en patience, parce que ça va être très long. Alors peut-être que je préempte un petit peu, mais normalement le délai légal pour s'enregistrer, ça va être 6 mois à compter de la réception du dossier complet par les autorités, enfin en l'occurrence l'autorité des marchés financiers, qui doit vous répondre dans ce délai. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, les délais d'instruction des dossiers d'enregistrement de PSAN et demain d'agrément, certainement, vont bien au-delà de ces 6 mois et sont très longs. C'est une situation qui n'est pas nouvelle, qui s'est un tout petit peu améliorée avant, mais empire à nouveau dernièrement. Donc, ça peut facilement aller jusqu'à 2 ans
pour s'enregistrer. Ce qui est extrêmement long puisque l'enregistrement obligatoire, s'il est obligatoire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que normalement, on n'a pas le droit d'exercer en France auprès du public français sans avoir cet enregistrement. Donc ça met à l'arrêt quand les acteurs étaient déjà là à l'époque, ou ça empêche les acteurs de commencer aujourd'hui quand on n'a pas cet enregistrement. Donc c'est critique quand ces délais s'allongent et quand effectivement les effectifs des autorités de supervision ne suivent pas l'ambition de leur réglementation, ce que l'on constate. Et malheureusement, ces effectifs ne vont pas se renchérir prochainement. On avait une proposition dans le cadre du projet de loi de finances de renforcer le nombre de personnes qui instruisent les dossiers et supervisent les marchés de cryptoactifs au sein de l'AMF et de la CPR. Et malheureusement, les parlementaires ne nous ont pas suivis sur cet amendement, ce qui semble complètement aberrant quand on voit l'actualité et le besoin d'avoir cette supervision, et notamment d'empêcher des acteurs qui ne sont pas enregistrés de s'adresser au public français. Juste faire un complément de ce que dit Faustine, parce qu'on essaie d'être très concret et pragmatique. Soit vous développez, soit vous êtes sur vos fonds propres, soit vous avez déjà fait une levée de fonds. Si vous êtes sur vos fonds propres, c'est comme à la maison, combien de temps ça va durer, jusqu'à quand j'ai plus de sous dans mon porte-monnaie. C'est-à-dire que si un enregistrement, ça dure plus de 3 à 6 mois, mais en pratique, ça dure plutôt autour de 12 mois et plus, est-ce que vous êtes capable de tenir cette période? Bon. Et puis si vous avez déjà fait une levée de fonds, il faut quand même prévenir vos acteurs que, vous pourrez, comme l'a bien dit Faustine, vous ne pourrez rien faire tant que vous n'êtes pas enregistré. Il n'y a pas de bac à sable, il n'y a pas de tolérance, il y a zéro, nada, niente. Donc, vous allez faire une levée de fonds dans lequel il va se passer un certain temps, et il faut que les investisseurs entendent, et ça, ils n'entendent pas toujours, qu'en fait, ils vont payer des gens à avoir un agrément ou un enregistrement. Il va pas avoir de revenus en face, et que ça peut prendre un certain temps. Et ça, c'est un discours qui s'entendait il y a quelques temps et qui, je trouve, parce qu'on fait toute une partie aussi M&A chez nous, qui s'entend moins de la part des les VC ou autres investisseurs, sont moins enclins aujourd'hui à financer, moins enclins aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a encore quelques mois, à financer le temps d'attente d'obtenir le label. Et je trouve que la conclusion très pratique, c'est qu'il faut le faire sur ses fonds propres. Juste un détail pour donner de la profondeur à ça, parce que nous, c'est quelque chose auquel on a été confronté vraiment de manière très pragmatique en termes de business. Cette élongation du temps, ce coût, donc en fonds propres, en levée, etc., ça commence à pousser les acteurs à essayer de reproduire un schéma qui existe dans le monde des paiements. C'est celui du statut d'agent, qui n'existe pas dans le milieu crypto, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être agent d'un PSAN. Et pourtant, de plus en plus, on a des clients qui s'approchent de CoinHouse en leur demandant en fait, vous avez ce tampon de l'AMF qui est extrêmement précieux aujourd'hui. On aimerait lancer notre business. On ne peut clairement pas tenir 2 ans sur nos fonds propres. Quid d'une marque blanche? Et en fait, on essaie de réfléchir à une structuration juridique. Il y a le principe du mandat qui peut être évoqué. Enfin, il y a plein de discussions à essayer d'avoir avec l'AMF pour pousser un petit peu la logique, en reprenant par similitude ce qui se fait dans le monde des services de paiement, et en se disant, est-ce que finalement on ne peut pas créer ab initio un peu ce statut un peu sui generis d'agent de PSAN pour lancer un produit en marque blanche avec un PSAN derrière qui fait qui fait tourner le KYC, qui fait tourner ses outils de screening, etc. Je peux compléter ce que dit Antoine, c'est tout à fait vrai. La difficulté, en fait, c'est que pour être agent de PSAN, je ne sais pas, c'est comme ça que tu l'appelles, agent de PSAN, ça demande aussi d'avoir une gestion de la clientèle, c'est-à-dire que aussi qui détient quelle clientèle, quelles sont les données que vous fournissez. Donc il faut faire extrêmement attention, et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, je dis attention, il faut savoir dans quoi on s'engage. C'est-à-dire que si la détention de votre clientèle et l'information de votre clientèle est vitale pour votre business, il faut aussi que ça soit mis sur la table avec cet agent de PSAN, parce que c'est un vrai sujet. Merci beaucoup. Avant qu'on passe à Mika et au TFR, est-ce que certains d'entre vous dans la salle voudraient rebondir sur certains aspects du PSAN? Peut-être prendre 2 ou 3 questions comme ça à la volée avant de passer à la suite pour complémenter certaines thématiques, certains enjeux, le coût, que sais-je, de l'enregistrement PSAN. J'ai juste une petite complément d'information par rapport à ce que disait Antoine. Il a commencé à en parler et pour nous c'est extrêmement vrai, notamment pour le cadre des startups qui grossissent, c'est que le PSAN impose de figer les procédures.
Et ça, c'est extrêmement important à comprendre. C'est-à-dire que les régulateurs vous imposent de dire voilà ce que vous allez faire, mais ça n'y a pas de trait de crayon, quoi. C'est vraiment le plan défini. Et une start-up de base grossit sans arrêt. Et donc, c'est comme faire une maison. L'architecte arrive et dit voilà, le plan, il est comme ça. Et 2 jours, il revient, il y a 2 chambres en plus. Donc c'est pas évident. Et une start-up, si elle arrête de grossir, elle meurt. Donc, passer le PSAN, c'est une difficulté supplémentaire de dire stratégiquement comment mon business sera dans 2-3 ans. Prenant en compte que l'environnement macroéconomique évolue et aussi le marché évolue. On a vu avec le marché qu'il a eu des soubresauts assez énormes. Et donc, ça nécessite d'avoir une stratégie à long terme parce que les régulateurs veulent que vous ayez figé vos process. Pour sortir quand même un petit peu de l'aspect très pragmatique et évoquer une question plus de débat ou d'opinion, est-ce que ça pose quand même pas la question de l'adaptation de la réglementation actuelle, notamment du PSAN, aux difficultés, aux enjeux des entreprises? Par exemple, sur la question que Augustin de Martière vient d'évoquer, si effectivement on doit, quand on obtient l'enregistrement PSAN, avoir des règles définies et qui ne bougent plus ensuite sur la manière dont on va respecter le processus de compliance, mais qu'on est une start-up, concrètement, forcément, dans 3 ans, à part si ça se passe mal, la start-up aura grossi et n'aura plus la même situation. De la même manière, comment se faire financer si on n'a pas suffisamment de fonds propres et qu'on ne peut pas attendre 2 ans, ce que tu évoquais tout à l'heure, Antoine Collet, ça semble représenter quand même des freins extrêmement importants pour le développement d'entreprises de type start-up dans le secteur des actifs numériques. On n'a rien sans rien, hein. Donc c'est logique. Comment dire, on passe dans le monde des gens sérieux. Donc, quand vous êtes régulé, et l'enregistrement, c'est le niveau le plus bas de la régulation, ça a un coût. Concrètement, il faut avoir un compliance officer, au moins au minimum. Voilà, donc il faut le payer. Puis ensuite, on vous dit, vous en avez un, mais en fait, il en faut peut-être 2, selon votre taille. Puis en fait, vous avez des tas d'autres frais à côté qui arrivent, etc. Donc oui, ça a un coût. C'est pour ça que je le disais, mais les VC l'ont bien compris, ça. Et surtout dans le monde des paiements, d'ailleurs. Ils ont été plus lents au tout début, puis dans le monde des paiements, ils ont bien compris qu'il y avait une barrière à l'entrée qui était inévitable, c'est d'avoir cette régulation. Et ce qui est vrai aussi maintenant pour le monde des acteurs dans les cryptoactifs, les PSAN. Et d'ailleurs, on va bien le voir, parce que c'est ce qui s'est passé dans le monde du crowdfunding. Vous avez grosso modo 80 plateformes de crowdfunding qui ont été agréées comme CIP, le truc le plus faible aussi en matière de crowdfunding. Et puis maintenant, on est passé à un niveau européen. La marche à monter, on va en parler, la marche à monter entre le niveau français et le niveau européen du crowdfunding, elle est énorme. C'est comme la marche à monter pour l'enregistrement PSAN et l'agrément et demain MiCA, elle est énorme. Il va y avoir des morts, hein, c'est clair. Hein. Non mais il faut être clair, tout le monde ne va pas réussir à passer la marche. Moi quand je vois la liste des 52, 57, je me dis celui-là, je ne miserai pas sur lui. Parce que ça coûte cher. Ça coûte cher non seulement au départ, mais en coût de maintien. C'est un coût de maintien qui est important. Donc si on veut être dans cette cour-là, ça coûte de l'argent. Et encore une fois, la marche, elle est vraiment élevée. Un agrément PSAN, c'est l'équivalent d'un agrément d'une entreprise d'investissement. Hein. C'est un peu moins compliqué, mais c'est lourd. Vous rentrez dans la cour des grands, donc ça coûte cher, donc il y aura des morts. La question justement, c'est en partant de ce constat, est-ce que le dosage entre protection du consommateur et liberté d'entreprendre au sens large, de capacité à essayer ce que peut permettre cette technologie, à créer des startups, à développer différents use cases, est-ce que cet équilibre vous semble aujourd'hui, à titre personnel, respecté ou au contraire trop fort ? Il y a 3 approches. Il y en a peut-être 4, il y en a peut-être 2, mais en tête, j'en vois 3. Il y en a 2 qui ne nous concernent pas. La première approche, c'est l'approche du bac à sable. C'est l'approche anglaise traditionnelle, qui n'est pas retenue par la France, qui est de dire « Ok, j'accepte pendant un certain temps, sous certaines conditions, que des acteurs ne respectent pas complètement la réglementation, mais je vais quand même les surveiller, machin, etc. » Bon, ça, c'est pas du tout l'approche française qui dit même activité, même règle, donc tout le monde passe de BNP Paribas au PSAN, crac, ça s'applique de la même manière. Voilà. Donc première approche, c'est bac à sable. Deuxième approche, qui est de dire je mets pas de réglementation,
et je régule par l'enforcement, je régule par la sanction. Ça, c'est l'approche américaine. Je dis rien. Et puis, en fait, j'ai une réglementation qui s'appelle... il y a plusieurs lois américaines, mais sur les titres. Bon. Et puis, elle est tout sauf claire en matière des cryptoactifs, que chacun se débrouille, et voir son avocat qui veut lui faire une opinion. Et puis, en fait, au fur et à mesure que moi-même, régulateur, j'apprends, je prononce des sanctions. C'est quand même pas évident, hein, mais ça, c'est l'approche américaine pour laisser le temps à la fois à l'innovation et pour laisser le temps aussi à la régulation de se mettre en place. Puis vous avez la troisième approche, celle je ne vais pas la reprendre, celle qu'a évoqué Faustine, c'est ce fameux agrément optionnel et donc et activité optionnelle. Et donc là, il y a la possibilité pour tout un tas d'acteurs de prendre leur temps, entre guillemets, avant de se lancer. Mais, comment dire, le débat, il est classique hein, entre innovation et régulation, donc on ne va pas le refaire ce soir. On peut toujours voir, on voit le curseur. Ce qui est certain, c'est que moi, je trouve que l'approche du bac à sable, en tout cas, c'est pas l'approche française, donc on peut le regretter, tout ce qu'on veut, c'est pas le sujet. L'approche américaine, elle est, enfin, faut pas être plouf plouf, ça tombe sur moi, si vous voulez, hein, parce que plouf plouf, ça tombe sur moi, je suis mort. Donc là, encore un autre mort là. Donc finalement, notre approche française, elle est peut-être critiquée, mais elle est pas si mal, je trouve. Mais j'aimerais bien entendre les autres, parce que je parle beaucoup. Non, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. On peut déjà remarquer que les autorités à l'époque ont bien compris qu'il y avait un enjeu que le secteur se développe et qu'il y avait des impératifs en matière réglementaire et à côté, il fallait laisser le temps au secteur de se développer. Donc en France, ça a été bien compris. En Europe, je trouve qu'on peut aussi souligner que outre l'aspect finance centralisée dont on parle beaucoup avec le statut PSAN, où on a cette réglementation qui entre en vigueur en début d'année prochaine et pour une entrée en application 2024-2025, il y a des sujets sur lesquels on ne se précipite pas. Par exemple, l'encadrement de la finance décentralisée ou la DeFi, comme vous voulez. L'encadrement des NFT, on se pose encore des questions. Je dis on se précipite pas parce qu'il y avait le choix à un moment donné de dire bon, est-ce que la DeFi, je l'intègre pas dans le périmètre de MiCA parce que je suis en train de faire un texte, alors profitons-en. Sauf que MiCA n'est pas du tout adapté pour la finance décentralisée. Donc il y avait le choix qui n'a pas été celui-ci et on a pris l'autre option. Bon, ça a l'air de fonctionner très différemment, ça a l'air de nécessiter une réglementation spécifique, donc prenons le temps d'y réfléchir. Et donc la Commission européenne va devoir plancher sur la DeFi, sur les NFT et même sur la question environnementale, va devoir plancher après l'entrée en application de MiCA de façon spécifique sur ces sujets parce qu'elle a choisi de ne pas aller trop vite. Donc on peut quand même avoir un regard positif, même si dans la réglementation qui arrive au niveau européen et dans la réglementation française aujourd'hui, tout n'est pas parfait. Et effectivement, j'ai parlé du sujet de supervision par exemple. Peut-être qu'on peut, sur à la fois l'approche française et européenne, regretter le manque de progressivité, le manque de proportionnalité. Mais c'est des approches qui ne sont pas forcément natives et évidentes chez nous. Et voilà, peut-être une note positive parce que j'avais été relativement négative sur l'aspect supervision. Mais juste encore, moi, quand j'ai un micro, je ne le quitte plus, donc pardon. Mais vous avez peut-être vu dans les journaux qu'il y a Christine Lagarde qui a dit on va faire un MiCA 2. Enfin, c'est pas un jeu, hein. MiCA 2, c'est donc un nouveau MiCA. Elle est gentille, Christine Lagarde, mais c'est pas elle qui décide. Hein, on est dans une démocratie, il y a un conseil, il y a un parlement, il y a une commission. Et puis quand vous écoutez les gens à Bruxelles, ils vous disent MiCA 2, c'est pas pour tout de suite. MiCA 2, ce serait justement potentiellement réglementer ce que disait Faustine, les NFT, machin, etc., etc. Donc ça, il faut le temps. Donc Madame Lagarde, elle a peut-être son mot à dire, et très bien. Mais c'est pas elle qui décide. Et MiCA 2, c'est pas pour demain, c'est après-demain. Alors si on se concentre sur MiCA et qu'on passe justement à la réglementation européenne, quels sont les acteurs qui sont concernés par MiCA? Hubert de Vauplane ou Faustine Fleuret? Je vais être bref. Je vais être très bref parce que j'ai tout pris la parole. Donc il y a les mêmes acteurs qu'aujourd'hui en France qu'on appelle les PSAN, qui s'appellent les CASP, donc Crypto Asset Service Providers au niveau européen. C'est pareil, donc il y a ces acteurs-là. Après, tout comme dans le droit français où on a les émetteurs de jetons pour les ICO, on retrouve des émetteurs d'actifs numériques avec une réglementation qui s'applique pour l'équivalent des ICO au niveau européen. Donc, premier type d'acteurs, les intermédiaires, donc le marché. Deuxième type d'acteurs, les émetteurs. Et puis après, vous avez un troisième type d'acteurs qui, pour le coup, n'existe pas
tels quels dans la réglementation française, sont les émetteurs de stablecoin, qui seront réglementés différemment selon que le stablecoin est plutôt monétaire ou plutôt avec un actif. On ne va pas rentrer dans le détail, mais pour faire très court, voilà les 3 acteurs, parce que j'ai trop parlé, qui sont concernés. Donc il y en a 2 qu'on connaît et puis voilà, d'autres qu'on ne connaît pas encore. Enfin voilà, les stablecoins. Merci beaucoup. Alors si on se concentre sur les CAS, Crypto Asset Service Providers, qui sont sensiblement donc, les mêmes types d'acteurs que les PSAN français, Faustine Floret, quelles sont les obligations que ça implique d'être reconnu comme CASP et en quoi effectivement c'est aussi difficile. J'ai entendu souvent cette comparaison avec l'agrément PSAN français. Est-ce que c'est similaire? En quoi est-ce que c'est plus exigeant que l'enregistrement PSAN? Alors Mika s'inspire énormément de l'agrément français. Ensuite, on est en train de faire justement le travail de comparaison entre Mika et le régime PSAN, parce qu'on a eu finalement le texte définitif Mika il n'y a pas si longtemps, donc on va pouvoir faire ce travail de comparaison. Néanmoins, Mika s'inspire de l'agrément. Comme je disais, la France a fait cet agrément que l'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Donc si on regarde, si on tire l'expérience de ce qui existe, finalement, c'était l'agrément qui se présentait et la France, qui a été précurseur pour sa propre réglementation, a souhaité être moteur au niveau européen. Donc Mika, les objectifs de cette réglementation, donc Mika, je ne sais pas si on l'a déjà dit d'ailleurs, c'est Markets in Crypto Assets. L'objectif de cette réglementation, il est pluriel, principalement la protection de l'investisseur, la stabilité des marchés et la lutte contre les abus de marché. Et pour ce faire, les règles qui se trouveront dans Mika, qui s'appliqueront demain au PSAN, sont en réalité très très inspirées de la réglementation traditionnelle. Donc MIF 2 pour les marchés financiers, protection des investisseurs dans le cadre des marchés financiers traditionnels, MAR pour la lutte contre les abus de marché. Et pour les stablecoins dont parlait Hubert, on s'est beaucoup inspiré de la directive en matière de monnaie électronique. Donc on n'a quand même pas été chercher midi à 14h. Et donc pour ces prestataires, pour ces PSAN, il va y avoir ces règles quasiment très très inspirées de ce qu'on a déjà fait au niveau financier traditionnel, alors que si on prend MIF, si on prend MAR, c'est des réglementations qui ont vu le jour, qui sont nées avec le développement de l'industrie financière. Donc c'est les plus hauts standards de réglementation financière aujourd'hui. Pour des acteurs financiers qui sont pas aussi jeunes que les nôtres dans la crypto, alors que les acteurs crypto qui ont tout au plus 12-13 ans vont devoir appliquer ces réglementations-là qui sont très abouties. Donc il faut quand même le noter, c'est pour ça qu'effectivement ça va être une sacrée marche à monter. Et on peut là aussi regretter, comme je disais, le manque de progressivité et le manque de proportionnalité par rapport aux risques réels notamment que posent les activités de marché de cryptoactifs. On n'est pas du tout sur les volumes que l'on trouve dans la finance traditionnelle. On n'est pas sur les niveaux de risque et de systémicité, notamment dans la finance traditionnelle. Donc c'est certainement quelque chose qu'on n'a pas pris en compte suffisamment dans le cadre de Mika. Antoine Collet ou Augustin Matière, comment est-ce que vous vous préparez à cette étape-là en tant qu'entrepreneur? Sur le sujet spécifique de Mika, évidemment, nous, c'est un mot qui revient à l'esprit sur la langue, dans toutes les discussions en interne, puisqu'en fait, l'agrément PSAN, c'est une marche, vraiment, c'est une marche vers Mika. À l'occasion des discussions qu'on a avec le régulateur, c'est encore plus clair pour eux. En fait, on se demande même si l'agrément a encore du sens, puisque lorsqu'ils doivent interpréter les exigences de l'agrément PSAN, ils vont aller chercher dans ce que Mika dit. Donc en fait, dans la tête de l'AMF, l'agrément, PSAN, c'est déjà Mika qui est là. On a vraiment ce parfum de la réglementation européenne qui teinte un petit peu tous les requirements que vous pouvez trouver dans le cadre de l'agrément. Juste pour revenir sur ce qui a été dit, c'est vrai que clairement le régulateur est allé puiser dans la finance traditionnelle. C'est bien, alors là je reviens sur les petits conseils pour les PSAN en devenir ou déjà existants. C'est bien de se doter d'une équipe aussi de conformité qui a fait de la finance de marché et qui a travaillé dans une banque d'investissement. Je sais que personnellement, HSBC et Natixis, ça a été des écoles pour MiFID 2 et en fait, c'est toujours agréable de retrouver ces petits dans le cadre de Mika. La partie Market Abuse, elle va être, je pense, très intéressante à suivre. Elle a été assez dégrossie dans Mika. On a beaucoup moins d'articles que pour Market Abuse. Cela dit, appliquer des règles d'abus de marché, de surveillance d'abus de marché, d'opérations d'initiés, etc. À l'environnement crypto, je pense que ça va faire
Ça va faire jubiler la doctrine et ça va certainement aussi faire le plaisir des journalistes. Dommage que la loi pénale ne soit pas, enfin, en tout cas que ces aspects-là ne soient pas rétroactifs, parce qu'on pourrait quand même s'amuser à appliquer MiCA juste pour rigoler à ce qui se passe un petit peu aujourd'hui sur les marchés crypto. Ça donnerait des choses intéressantes. Mais en tout cas, nous, on a déjà ce pied dans l'Europe. Dans le cadre de MiCA, on vise évidemment l'agrément. On est en cours de process, mais et l'AMF et nous visons déjà le statut CAF. Donc en fait, voilà, on est déjà dedans, quoi. De notre côté, nous, on est encore cours élémentaire, hein, donc on n'est pas encore regardé le lycée. Donc, par contre, pour nous, le PSAN, c'est qu'un début. Donc ça, on en a parfaitement conscience. Et pour nous, ça va changer beaucoup de choses, parce que pour nous, le PSAN, c'est vérifier ce qui rentre et ce qui sort, alors que le CASP, c'est vérifier ce qu'il y a dedans. Et ça, pour nous, c'est un gros changement. Et ça nous a amené en fait à pas mal de réflexions qu'on n'a pas encore sur le PSAN, mais qu'on va avoir dans les prochaines années, notamment pour toutes les startups ou toutes les boîtes blockchain qui vont se monter. Et cette réflexion, pour moi, elle est en 3 volets. La première volet, c'est, étant donné toute la matière grise qu'il faut pour avoir un CASP, on a le droit de se dire, une boîte qui se monte, avant on avait les tech fondateurs, c'est-à-dire que quelqu'un qui était un peu commercial prenait un tech, parce qu'il se disait, je ne pourrais jamais faire un site web aussi bien qu'un tech, donc je vais ouvrir mon capital à un tech, et je vais créer une boîte avec un tech. Et le tech se retrouvait fondateur de la boîte, et on avait une belle équipe. Maintenant, on se dit, est-ce qu'on ne va pas voir l'âge des compliance fondateurs? Parce que finalement, des gens qui sont dans la compliance vont se dire, vu toutes les exigences que le régulateur impose, avoir quelqu'un dans l'équipe compliance en termes de fondateur de start-up, ça peut avoir du sens, ça peut rassurer les VC, ça peut, et c'est quelque chose qui est une exigence, je pense, qui sera peut-être demandée demain. La deuxième réflexion qu'elle ça m'a amené, c'est de dire il y a une partie garantie sur le CASP. La garantie, c'est-à-dire comment vous allez garantir les fonds que vous avez. Et moi, ça me rappelle une vieille expérience. J'étais à un moment de ma vie, j'avais créé une boîte dans le tourisme. Et on devait avoir une garantie financière pour éviter que si vous faites faillite, les voyages que vous avez prévendus à vos gentils membres, vous puissiez les réaliser et qu'ils puissent retrouver leurs fonds si jamais vous fassiez faillite. Et donc on allait voir ce qu'on appelait à l'époque l'APST, donc Association des professionnels de solidarité du tourisme, qui faisait passer un gros dossier, ça vous prenait 6 mois, vous aviez le tampon, et après vous aviez ce qu'on appelle le syndrome du diplômé, vous aviez un beau diplôme, mais après il fallait trouver les clients. Et souvent le problème, c'est que ce n'est pas parce que vous avez un beau diplôme que vous allez trouver un job. Et j'ai peur que si on axe trop sur cette garantie, beaucoup de boîtes vont se focaliser sur avoir cette garantie et pas forcément avoir leurs clients, ce qui peut être dommageable pour une startup dont le rôle est de convertir des clients. Et la troisième réflexion, c'est sur la partie des fonds propres. Je crois qu'il y a un volet sur les fonds propres qui va être développé. Et là, on commence à avoir aujourd'hui des proof of reserve. Donc on voit aujourd'hui Glassnode qui a sorti un indicateur sur les proof of reserve. On peut voir les réserves des exchanges. Le problème, c'est qu'un exchange, c'est bien, mais des boîtes qui font de l'investissement comme Coinhouse ou comme nous, qui prenons les fonds des clients et l'investissement dans des stratégies, quid du passif? C'est-à-dire où est-ce que sont placés ces fonds? C'est qu'on peut les avoir en fonds propres, mais où est-ce qu'ils sont placés? Et dans ce cas-là, il faut analyser 3 niveaux. La blockchain, le risque sur la blockchain, le risque sur le protocole et le risque sur l'actif. Donc il faudrait adapter cette exigence de fonds et de réserves à qu'est-ce que sont concrètement les fonds, parce qu'un euro sur un compte en banque, il ne peut pas être analysé de la manière qu'une crypto sur un protocole, une blockchain et un actif. Donc voilà les 3 réflexions, je pense qu'ils seront d'avenir. Oui, effectivement, merci beaucoup. Il y a encore énormément de thématiques à aborder. On pourrait y passer la soirée, mais il est déjà plus d'une heure de conférence. Donc, je vous propose de poser directement vos questions en fonction des thématiques et des points que vous voulez approfondir. Et puis, d'ici un quart d'heure, 20 minutes, on pourra passer au cocktail. Si vous n'avez pas de questions, on peut directement passer au cocktail. Mais voilà. Bonsoir, Franck Manoukian, Rec Sharp. Je m'adresse à Antoine. Vous disiez tout à l'heure qu'effectivement, aujourd'hui, dans le cadre de l'agrément PSAN, c'était très, très largement parfumé, comme vous le disiez, je reprends votre expression, MiCA. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, pour tout acteur qui souhaiterait intervenir en Europe, la meilleure des préparations, ce serait de se coller à l'agrément PSAN ?
dans une optique CASP ensuite ultérieure dans l'optique de MiCA? Je pense que la réponse, c'est une combinatoire entre Faustine et moi, sûrement. Parce qu'en ce moment, il y a vraiment un phénomène de traffic jam un peu sur les demandes d'enregistrement. Et l'AMF, récemment, du fait des problématiques FTX, etc., et puis aussi du discours du précédent président de l'AMF, a clairement exprimé son souhait pour les acteurs PSAN de partir vers l'agrément et d'arrêter un petit peu de s'enregistrer. Elle a brandi un peu le risque d'obsolescence de l'enregistrement en disant grosso modo la fête est finie, le freemium est fini. Et demain c'est MiCA, donc en fait attelez-vous aux exigences de l'agrément PSAN aujourd'hui pour être prêt pour MiCA. Et je pense qu'elle a ce rôle à jouer de pays pionnier au niveau de l'Europe pour prouver un petit peu à la Commission ou que sais-je en disant bah voilà, nous on a les premiers acteurs agréés MiCA, on les a préparés avec l'agrément et on a un degré de maturité que les autres pays européens n'ont pas. D'accord. Est-ce qu'on parle déjà là du passeport, en fait, du passeport qui est évoqué effectivement dans MiCA? Alors le passeport, ça veut dire que demain, quand vous serez autorisé sous la réglementation MiCA, bon, les acteurs français, a priori, vont s'enregistrer auprès de l'AMF, mais cet enregistrement, enfin cet agrément, on fera foi finalement dans tout l'espace économique européen. Donc il n'y aura pas besoin de se réautoriser auprès de toutes les autorités nationales compétentes pour pouvoir exercer auprès du public européen dans son ensemble. Il suffira de s'autoriser auprès d'une autorité nationale compétente et son autorisation sera jugée équivalente partout. Donc c'est ça le passeport. C'est vrai qu'aujourd'hui, le régime français PSAN, il n'y a pas de passeport et donc il n'est pas jugé équivalent nulle part ailleurs. Donc si on est enregistré en France, agréé demain en France, ça fait foi en France par rapport à l'exercice de cette activité auprès du public français ou parce qu'on est établi en France ou les deux. Mais ça n'aide absolument pas, en tout cas ça ne permet pas une mise en conformité avec des cadres nationaux et ça n'est pas un avantage compétitif pour développer son activité dans d'autres États que la France. D'accord. Peut-être un dernier élément sur si vous hésitiez entre l'enregistrement et l'agrément. Enfin, ce qui est important d'avoir en tête, c'est donc ce différentiel d'exigence. Il y a une grosse partie cybersécurité dans l'agrément que vous ne retrouvez pas dans l'enregistrement, même si aujourd'hui l'AMF est beaucoup plus regardante sur la façon dont vous conservez les cryptos, la façon dont vous opérez des systèmes d'échange, etc. Dans l'agrément, il y a en face de vous un expert, un CISO, donc un expert sécurité informatique de l'AMF qui va décortiquer votre back-office, votre back-end, etc. avec un regard qui n'aura jamais été porté dans le cadre de l'enregistrement. Donc ça, c'est très différent, c'est beaucoup plus lourd. On est tous des entreprises entre 0 et 200 personnes. Je ne cite pas les major exchanges, mais c'est des exigences qui sont très lourdes à porter. Donc aujourd'hui, vous avez 2 ans quasiment, à cause du retard que prend un peu l'AMF sur les dossiers d'enregistrement, vous avez 2 ans pour vous enregistrer. 2 ans finalement, j'ai envie de dire, partez sur l'agrément parce qu'en fait, vous avez aussi 2 ans, probablement un peu plus, mais bon, autant mettre le temps à profit plutôt que d'attendre que l'AMF vous revienne sur un dossier d'enregistrement qui est finalement assez light. Donc petit dossier, mais temps d'attente très long. Autant partir sur du gros avec un temps d'attente peut-être similaire. Merci. Merci. Bonsoir. C'est une question pour tout le monde. Comme vous l'avez dit, Hubert et Faustine, on a fait des régulations parce que l'infrastructure qu'on avait traditionnellement nécessitait que pour accéder à des opportunités d'investissement, on devait centraliser des fonds, les mettre ensemble, donc les pouler et donner la custody de ces fonds-là. Maintenant qu'on a une infrastructure qui permet de faire au final la même chose mais sans pouler les fonds, sans donner la custody, est-ce qu'on doit s'attendre à ce que les régulations futures reproduisent quand même les mêmes schémas? C'est ce contre quoi on s'est battu au moment des débats MiCA, puisqu'il y avait la question de qu'est-ce qu'on fait de l'innovation décentralisée, la DeFi. Est-ce qu'on réglemente ça sous MiCA, qui est une réglementation pour les intermédiaires de marché de cryptoactifs, auquel cas on aurait en fait tout simplement demandé la réintermédiation de ces activités, ce qui est pas pertinent du tout. Ou est-ce qu'on le réglemente d'une façon ad hoc? Donc c'est cette seconde option dont je parlais qui a été choisie. Donc l'innovation décentralisée de demain, la DeFi, il va falloir plancher sur quels sont les nouveaux principes réglementaires
qui sont très très différents du paradigme réglementaire que l'on connaît aujourd'hui, où effectivement c'est des règles, des responsabilités à l'égard d'intermédiaires, de personnalités morales, là où dans la DeFi, il n'existe pas cette chaîne d'intermédiation. Et donc comment on fait? Parce que la DeFi sera réglementée. En tout cas, la question c'est oui ou non. Ça, on est d'accord. Ça, c'est sûr. Elle Non, sera réglementée. La question, c'est comment. La bonne nouvelle, c'est qu'a priori, si on ne l'a pas réglementée sous MiCA, ça ne sera pas pour faire un copier-coller de MiCA ou de la réglementation financière traditionnelle pour la DeFi, encore qu'il faudra rester vigilant. Mais là, c'est un travail en cours. Donc la réponse, elle doit être trouvée maintenant. Et c'est pour ça que c'est très important que la réflexion de la Commission européenne et de la France qui s'associe à ces réflexions soit accompagnée par le secteur qui connaît mieux la façon dont fonctionne la DeFi pour éviter de se retrouver avec des règles qui n'ont pas de sens, comme ça aurait pu être le cas au moment de MiCA, où en fait, la toute première version de MiCA de la Commission européenne, rien ne pouvait être fait sans entité légale derrière les services. Donc en fait, on aurait grosso modo interdit la DeFi en Europe. La volonté, c'était pas ça. C'est juste qu'à l'époque, l'Europe connaissait pas la DeFi. Donc ils n'ont pas pensé qu'en faisant une réglementation où on imposait des intermédiaires partout, on allait entraver le développement de l'innovation. Maintenant qu'ils l'ont compris, la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont pour la laisser se développer dans un cadre adapté. Et c'est là où il faut plancher actuellement. Et c'est pour ça que pour ne pas reproduire un texte où, dans sa première version, il entrave le développement de l'innovation, pour ne pas reproduire ça, il faut qu'on soit dès maintenant, et c'est le cas, dans les débats réglementaires avec eux. Il y a un point de vigilance peut-être sur les solutions non-custodiales, parce que bon, certes, MiCA ne tacle pas la DeFi, mais vous avez un texte dont on n'a pas parlé aujourd'hui, c'est le troisième acronyme de cette séance, c'est TFR. TFR, c'est quand même un texte, donc Transfer of Fund Regulation, donc la fameuse Travel Rule, la règle d'échange d'informations entre acteurs, enfin justement pas que entre acteurs centralisés crypto concernant l'identité des personnes qui détiennent des wallets. Ça va un petit peu plus loin. Il y a la fameuse notion de unhosted wallet, self-hosted wallet dans la dernière version du texte, où grosso modo le régulateur veut qu'on dévoile, en fait, qu'on soit susceptible de s'échanger des informations sur l'identité de personnes qui possèdent des cryptos en propre sur son MetaMask. Donc c'est vraiment à suivre, parce qu'effectivement MiCA repousse l'échéance de la réglementation de la DeFi pas au calendrier grec, mais en tout cas un petit peu plus tard. Mais TFR, c'est déjà un premier pas dans l'appréhension des wallets unhosted, donc vraiment à suivre. Ok, merci. C'est parce que comme vous avez dit qu'on cherche en effet pas midi à 14h, on peut être inquiet quand même qu'on reproduise les mêmes types de régulation, alors qu'en effet, c'est pas très adapté. Il y a un exemple assez typique de l'adéquation entre la régulation et la réalité. Moi, je vais reprendre l'exemple qu'on a vécu chez nous. Quand on a expliqué à notre responsable PSAN qu'on ne pouvait pas empêcher que les fonds arrivent chez nous, il nous a regardé avec des grands yeux en disant alors j'ai dû expliquer, t'es chez toi, ton copain il est aux Seychelles, il t'envoie une carte postale, t'es à Paris avec un temps comme aujourd'hui, tu ne peux pas la refuser. Le postier il arrive, il la met dans ta boîte et tu peux rien faire. C'est pareil pour les cryptos. Et du coup, c'est un problème c'est exactement le même problème avec le TFR, c'est-à-dire qu'il y a la réglementation, il y a la réalité. Alors du coup, on peut arriver à s'en accommoder. Alors nous, par exemple, on a anticipé ça, on crée des wallets spéciaux pour les clients, des wallets propres, des wallets sales, et ça permet de séparer les choses. Mais quand vous avez 20 clients, ça va, mais quand vous avez 40 000, 50 000, ça devient très compliqué, ça crée des coûts supplémentaires. Donc voilà, c'est d'autres défis, d'autres challenges à relever, en tout cas pour TFR, qui est quand même un texte assez complexe et qui pose encore aussi beaucoup de questions. Totalement. On va prendre encore 2 questions peut-être, et puis ensuite il faudra mettre fin à la conférence. Bonsoir. Hubert, vous avez parlé tout à l'heure que la difficulté pour obtenir l'agrément PSAN, on va dire, il est là, et MiCA, c'est carrément là. Du coup, je ne peux pas m'empêcher de penser que le cadre qui est développé, est-ce que vous avez le sentiment qu'il est plutôt orienté pour favoriser, entre guillemets, les grandes structures, les grosses entreprises, les gros portefeuilles, que les petits? Parce que là, comme vous dites, ça va coûter beaucoup. Et les nouvelles boîtes, les nouvelles startups, suivre tout ce coût, c'est compliqué. Est-ce que ça ne va pas tuer l'innovation en Europe? Moi, je viens du monde bancaire, donc ça peut influencer ma réponse.
Alors non, s'il y mais en a ce que je veux- d'autres... Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est formaté par là d'où on vient aussi, hein. Et le monde bancaire forme très très bien, Antoine, c'est vrai. Et non, mais c'est vrai. À notre côté, il y a un autre règlement dont on n'a pas tout parlé, c'est pas le jeu, c'est le règlement pilote, qui concerne, ça fait non pas des actifs numériques, mais des titres numériques. Sur le règlement pilote, il a été pensé uniquement pour les gros. Ça, c'est clair. Donc, c'est trop sérieux pour laisser des jeunes pousses intervenir dedans, tout seuls comme des grands. Donc là, je vous aurais répondu oui. Pour Mika, je vous réponds non. Je vous réponds simplement que dès qu'on touche à de l'argent du public, c'est normal d'être super réglementé. Et que dès qu'on veut en plus le faire au niveau pan-européen, 450 millions de personnes, c'est normal d'être super réglementé. Donc, c'est pas que ça va favoriser les gros, ça va favoriser même les entrepreneurs, pour autant qu'ils savent lever de l'argent sur un projet. Oui, les bons, ceux qui savent lever de l'argent sur un projet. Et donc, comme je crois, je ne sais plus lequel de vous deux tout à l'heure par rapport à l'AMF, grosso modo, la fête est finie. C'est-à-dire qu'il y avait le temps, on vous donnait le temps d'être enregistré PSAN. Moi, j'étais cash, je vous dis qu'il y aura des morts dans les 55-57, c'est sûr. Et pour Mika, la barre est très haute. Si vous avez un bon projet, même que vous commencez depuis zéro, regardez dans le monde du paiement, regardez dans le monde même du crédit. Il y a qui sont arrivés à créer une banque from scratch. Ils sont arrivés avec un bon projet, mais ils ont mis sur la table, dès le départ, 5 millions d'euros. Il faut trouver 5 millions d'euros avec un bon projet et des fonds qui vous suivent. Donc, voilà, à la fois, c'est beaucoup, à la fois, c'est pas grand-chose, 5 millions d'euros pour être une banque. Une banque, c'est quand même le truc le plus solide qui existe, hein. Donc, je vous répondrai non, ça favorise pas les gros. Oui, je crois ce que tout à l'heure, ça favorise ceux qui ont un bon projet. Et ça coûte cher. Pour appuyer la réponse de Hubert, il y a aussi faut être aussi un peu créatif, c'est-à-dire que la réglementation vous impose de ne pas faire de publicité, par exemple. Donc il faut le savoir. Donc si vous avez basé toute votre stratégie via des influenceurs ou via des affiches 3x4, ça va être compliqué. Donc ce qu'il faut, c'est faire preuve de créativité, c'est-à-dire faire de l'éducation, par exemple. Donc nous, par exemple, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé un nouveau service pour publier des analyses de projets crypto à destination de gens qui veulent investir en disant bah voilà, vous avez ce projet-là, voilà notre équipe l'a analysé, voilà 40 critères, ça vous plaît, est-ce que vous voulez y aller? Et derrière, ça permet de connaître le service de Summit. Donc voilà, c'est une manière détournée de faire de la publicité, la manière éducative. Et ça, aujourd'hui, c'est pas réglementé, donc vous pouvez le faire. Bien, merci beaucoup. Une dernière question peut-être? Bonsoir à tous. Donc Yana Marandi, consultante chez Capteo. Du coup, j'avais une petite question, on va dire plus d'ordre réglementaire et CBFT. Du coup, on parle de la technologie blockchain. On sait qu'effectivement, il y a ce point positif de l'anonymat. Et avec la réglementation, du coup, on va devoir avoir l'obligation de connaître le client. Et donc, du coup, je voulais savoir, de par les outils d'analyse transactionnelle, on en a parlé, et la connaissance client à l'onboarding, comment est-ce que vous allez pouvoir, du coup, répondre à ces obligations de manière opérationnelle, et notamment sur tout ce qui est formation, accompagnement du coup des collaborateurs sur ces sujets-là, puisqu'en fait c'est ce que va demander du coup Mika plus ou moins, c'est se transposer ce qu'on demande pour les établissements financiers actuels, donc tout un dispositif assez lourd avec des procédures, des contrôles et également de la formation. Merci. Ouais, pourquoi pas. Sur l'anonymat de la blockchain, en fait, c'est vrai que ça a fait la une des journaux, et puis voilà, il y avait beaucoup de gens qui brandissaient ça pour instaurer plutôt un régime un peu sceptique sur l'utilisation qui pouvait en être faite. En fait, le vrai terme, c'est que c'est pseudonyme, c'est-à-dire que c'est une suite de chiffres et de lettres, mais derrière laquelle vous pouvez éventuellement trouver la personne. Il y a des outils transactionnels, des outils on-chain qui nous permettent de clusteriser des adresses et d'arriver à savoir si, par exemple, le wallet externe qui nous a envoyé de l'argent, ce wallet, il est chez un acteur centralisé, ou alors est-ce qu'il a été justement pingé par l'OFAC parce que c'est une adresse sous sanction, etc. Donc en fait, il y a de l'info qui circule, et si vous êtes un peu bon, vous arrivez un petit peu à savoir d'où provient à chaque fois les fonds. Le vrai problème, ça va être la manière dont le régulateur demain va l'encadrer. Aujourd'hui, c'est pas très clair, c'est-à-dire que quand je reçois chez CoinHouse, je suis client, j'ai un wallet chez CoinHouse, et puis je me dépose des cryptos depuis un wallet externe. Il y a des contrôles qui sont faits, mais on n'insiste pas plus sur l'identité du wallet émetteur. Demain, avec TFR, on va être obligé de demander à notre client qui est derrière ce wallet.
Et là, ça va poser des vrais problèmes, alors hormis, je passe le RGPD et des choses comme ça, mais des contraintes techniques qui vont être énormes, parce qu'il pourra nous dire c'est moi, on va lui dire ok. Et, en fait, en termes de preuves, ça va être un jeu de regard de chien de faïence. Il y a des solutions aujourd'hui techniques, pour citer que Nota Bene ou 21 Analytics, qui proposent par exemple d'envoyer un message à signer sur le wallet émetteur. Donc si vous contrôlez ce wallet, vous êtes capable de signer le message, donc c'est bien le vôtre. Voilà. Mais ça, clairement, ça fait partie des challenges technologiques que la Commission n'avait pas forcément en tête lorsque le projet de TFR est sorti. Et le rôle notamment des acteurs comme l'ADAN, ça va être de pousser pour faire en sorte que ces problèmes-là soient à l'esprit du régulateur lorsqu'il écrira la version finale. Alors juste pour compléter, MiCA, ça n'a rien à voir avec la LCBFT. Aujourd'hui, en France, la LCBFT, c'est donc l'enregistrement. Ça veut dire le respect des mêmes règles que toutes les entités assujetties par l'EPSAN, donc en matière de LCBFT, voire des règles plus strictes. Par exemple, pour les entités assujetties hors PSAN, il y a un seuil de 1 000 € en dessous duquel on n'est pas obligé de faire le KYC pour des transactions notamment occasionnelles. C'est un seuil qui n'existe pas dans le monde des PSAN. Donc en fait, il n'y a pas de no KYC dans le monde des PSAN qui sont enregistrés. Donc on a fait une 5e directive renforcée, on va dire, pour les PSAN français. Demain, les PSAN, ils seront soumis à l'ensemble du paquet LCBFT qui est en train d'être révisé au niveau européen, donc qui a été publié en juillet 2021. TFR, c'est l'un des 4 textes fondateurs de ce paquet, donc qui concerne, comme l'expliquait Antoine, l'échange d'informations entre les plateformes sur les transactions clients. Il y a 3 autres textes pour faire ce paquet de 4 textes qui vont concerner en fait les PSAN, donc même périmètre que MiCA. Donc la 6e directive, puisqu'elle va être révisée, un nouveau règlement AMLR, et il y a un nouveau règlement qui va instaurer une nouvelle autorité de supervision en matière de LCBFT qui s'appelle l'AMLAR, et donc les PSAN demain seront aussi supervisés comme les autres entités UCGT par cette nouvelle autorité. Donc pour le coup, par rapport à TFR, où on a eu l'accord politique au premier semestre sous présidence française, et donc on est en train de le mettre en place, c'est le même calendrier que MiCA, donc c'est plutôt rapide. Sur les autres textes, les négociations sont pas à des points aussi aboutis, donc on est encore dans les débats. Donc c'est des réglementations qui seront en application un petit peu plus tard. Très bien, merci beaucoup. Je pense qu'on peut remercier nos invités qui nous ont... qui nous ont partagé pendant 1h30 leur expertise et des points de vue extrêmement complémentaires, j'ai trouvé. J'espère que ça vous aura permis à la fois de mieux comprendre le cadre théorique et l'histoire de la réglementation du Web3, mais également de repartir avec des conseils pratiques pour votre activité. Également que ça aura permis aux jeunes diplômés de l'association de mieux comprendre les enjeux juridiques des entreprises dans lesquelles ils s'apprêtent à s'insérer. Et puis, petite promotion, nous avons 2 tables rondes par mois comme celle-ci sur différentes thématiques, le gaming Web3, l'identité décentralisée, la tokenisation d'actifs financiers qui vont arriver prochainement. Donc si cela vous intéresse, vous allez voir un QR code apparaître à l'écran pour nous suivre sur les réseaux sociaux ou notre newsletter, et pourquoi pas nous rejoindre si cette conférence vous a plu. Merci à tous et bonne soirée.